Le Parti socialiste n'a pas trahi, il est juste fidèle à son histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Jeudi 16 janvier, le Parti socialiste refusait de voter la motion de censure contre Bayrou. On revient un peu en arrière. Et a apporté de fait son soutien à un gouvernement composé de ministres d'extrême droite et imposé en dépit des dernières élections. Ce choix politique, assumé par le PS, officialise la rupture de l'éphémère Front populaire, qui porte décidément bien mal son nom. Comme d'habitude, les électeurs de gauche ont hurlé à la trahison du Parti socialiste comme si c'était une surprise ou une nouveauté. Bah oui, quand même. Pour ceux qui ont un peu de bouteille, non, ce n'est pas une nouveauté. À chaque nouveau coup de poignard des socialistes, tout le monde redécouvre naïvement la nature de ce parti. Pourtant, le PS a toujours été un ennemi des luttes sociales, et pas seulement depuis François Hollande, c'est juste son mode de fonctionnement normal depuis un siècle. Rétrospective. Donc bon, j'espère vraiment que les gens qui parlent de politique, des journalistes, tout ça, j'espère qu'un jour ils vont faire un peu une petite révision. Voilà. Ralliement à la boucherie de 14-18. En août 1914, sur le cadavre encore chaud de Jean Jaurès, figure antimilitariste, les socialistes, qui auraient dû empêcher la guerre, se rallient à l'Union sacrée. Ils renient en quelques heures toutes leurs promesses et propulsent ainsi des millions de prolétaires dans l'enfer des tranchées. C'est une hécatombe pour le mouvement ouvrier qui s'en relèvera difficilement. Et cette guerre de 14-18, elle a été aussi une formidable occasion pour le capitalisme d'enterrer toute organisation de masse prolétaire. Ça marque, c'est vraiment la fin de l'histoire révolutionnaire du prolétariat qui avait commencé depuis, on peut dire peut-être depuis la Révolution française ou peut-être un peu avant, mais toute cette phase-là de presque 200 ans, 18e, 19e siècle, là où ça a été révolution sur révolution, quoi, et vraiment la Première Guerre mondiale, ça a été vraiment paf, allez. Fin du game, le capitalisme s'impose et maintenant, que ça soit les communistes, tout ça, du moins en Europe, c'est fin du game pour vous. Alors, 3 ans plus tard, en Allemagne, ce sont aussi les socialistes qui éliminent la révolution spartakiste et font assassiner la révolution de Rosa Luxembourg, ouvrant la voie à l'inexorable montée du nazisme. La Première Guerre mondiale, validée par les socialistes qui auraient pu l'empêcher, enfantera le totalitarisme du XXe siècle. Reniement de 1936. Le Front populaire, le vrai, naît grâce à la base militante et vit par la base, dont les aspirations seront vite abandonnées. Ce front, qui regroupe les partis de gauche, est créé en 1935 sous la pression des différents militants et militantes des organisations de gauche, qui manifestent et poussent leurs chefs à s'unir face à la menace fasciste. Encore une fois, ce sont les militantes et militants des organisations de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé pour le NFP, le NFP contemporain? C'est pareil. C'est nous, dans la rue, qui avons fait bouger les institutions politiques. En mai 1936, c'est la victoire électorale. Le socialiste Léon Blum dirige le pays, mais le Front populaire traîne des pieds pour appliquer ses promesses. À nouveau, c'est sous la pression d'une immense grève générale qui paralyse le pays, qui occupe les usines, que le gouvernement valide en juin les premières mesures sociales comme les congés payés. Ça, c'est important, encore une fois. C'est encore très important de voir ça. Ça, en fait, faut que ça arrive en 2027. N'ayez pas confiance, encore une fois, à tout parti institutionnel de gauche quand il arrive au pouvoir. S'il n'y a pas la rue qui lui pousse au cul, il ne se passera rien. Mais dès l'été, les socialistes et les communistes appellent les travailleurs à reprendre le travail avec le mot d'ordre « il faut savoir terminer une grève ».
Allez, c'est bien, on vous a donné un petit os à ronger. Maintenant, il faut continuer à produire. Le Front populaire crée la loi de dissolution, une mesure qui devrait permettre de dissoudre les groupes fascistes anti-républicains. En fait, dès 1937, le gouvernement utilise cette loi d'exception contre les mouvements anticolonialistes. C'est très de gauche tout ça, hein. Plus tard, cette même loi de gauche servira à liquider les groupes contestataires. Voilà. En 1937, 8 mois seulement après son arrivée au pouvoir, Léon Blum déclare déjà le temps des pauses dans les réformes sociales. Bah oui, il faut qu'ils s'en remettent un peu, les capitalistes, vous comprenez, c'est des fragiles. Faut pas aller trop vite avec eux. La page du progrès est déjà tournée. Retour à l'austérité. Le 16 mars 1937, une manifestation a lieu contre un meeting fasciste à Clichy. Vous allez voir un peu comment ça résonne un peu avec notre histoire contemporaine. La police tire sur la foule. Il y a 5 morts, des centaines de blessés, dont des militants socialistes. L'espoir né en 1936 retombe rapidement. Le patronat français, qui était terrifié pendant les grèves, reprend la main et les fascistes reprennent les rues. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration. Salut Lot. La faute la plus impardonnable du Front populaire est l'abandon de l'Espagne aux franquistes. Alors qu'en 1936, suite au coup d'État militaire contre le gouvernement espagnol de gauche, c'est le moment ou jamais de barrer la route aux appétits fascistes coalisés de l'autre côté des Pyrénées. La gauche française regarde la République espagnole se faire massacrer par les troupes de Franco. Surtout la République anarchiste espagnole. On peut quand même rajouter ce petit qualificatif-là. Soutenu par Hitler et Mussolini, la victoire franquiste ouvre la voie à l'offensive hitlérienne et à la barbarie mondiale. Pire encore, le Front populaire va parquer dans des camps des milliers de réfugiés espagnols fuyant la guerre et la dictature. Des camps aux conditions atroces qui seront réutilisés sous l'occupation par le régime de Vichy. Les bâtiments sont tout neufs, ça serait quand même dommage de ne pas les utiliser. Après-guerre. Après la libération, c'est une nouvelle occasion de progrès social qui est tuée par les socialistes. Le patronat qui a collaboré avec les nazis est discrédité. Le Parti communiste n'a jamais été aussi puissant et un gouvernement de centre-gauche gouverne la France. En 1947, un mouvement de grève démarre à Boulogne-Billancourt, puis se répand dans toute la France, prenant un tour insurrectionnel. Plusieurs millions d'ouvriers et ouvrières se mettent en grève. Des lignes SNCF sont sabordées dans le nord. Des milliers de grévistes attaquent les CRS à Saint-Étienne. Le ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Moch, n'hésite pas à envoyer les parachutistes contre les grévistes. Les CRS, fraîchement créés par ce même gouvernement, se forment encore au maintien de l'ordre. Donc l'année suivante, une grève dans les mines rassemble plusieurs centaines de milliers de gueules noires, alors que de nombreux endroits des compagnies de CRS sont mises en déroute. Le même Jules Moch, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, n'hésite pas à donner l'ordre d'ouvrir le feu sur les grévistes. Je rappelle, ministre de l'Intérieur socialiste. Voilà. Plusieurs ouvriers sont tués. L'armée investit les corons du Pas-de-Calais. Les réunions sont interdites et les puits réouverts par la force. Plusieurs milliers de grévistes sont emprisonnés et licenciés. Ce sont les socialistes qui organisent cette répression sanguinaire contre le prolétariat en pleine pénurie suite à la guerre. C'est cette année-là que naît le slogan CRS-SS. Création socialiste. Guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie et son cortège de massacres, de tortures et d'horreurs coloniales est largement soutenu par les socialistes. En 1956, le président du Conseil se nomme Guy Mollet et il est socialiste. Plutôt que d'engager des négociations de paix et d'indépendance, il durcit la répression française en Algérie, légalise les camps d'internement où sont parqués des centaines de milliers d'Algériens et Algériennes et donne les pleins pouvoirs à l'armée qui mène les opérations contre-insurrectionnelles. Salut Med. Durant la guerre d'Algérie, François Mitterrand, qui est encore aujourd'hui la grande figure admirée du Parti socialiste, est encore un politicien de droite. Il avait d'ailleurs milité chez les fascistes avant la guerre et manifesté contre les métèques avec l'Action française.
avant d'être décoré par le régime de Vichy. Il restera d'ailleurs ami avec les pétainistes jusqu'à la fin de sa vie. Et je comprends pas pourquoi il y en a qui admirent encore ce personnage. Sacré palmarès. Bah, c'est pas fini. Mitterrand, donc, est alors ministre de la Justice. C'est lui qui orchestre la répression des opposantes et opposants politiques en France et en Algérie et renforce par décret l'état d'urgence déclaré en 1955. Des centres d'assignation à résidence surveillée sont mis en place pour interner les militantes et militants algériens. Mitterrand valide de sa main l'exécution d'indépendantistes et rappelle que l'Algérie, c'est la France. Il couvre les exactions coloniales. On se souvient des actes de torture de Jean-Marie Le Pen en Algérie, mais on oublie trop souvent qu'à la même époque, c'est Mitterrand qui donne les ordres. Je répète. On se souvient des actes de torture de Jean-Marie Le Pen en Algérie, mais on oublie trop souvent qu'à l'époque, c'est Mitterrand qui donne les ordres. À l'époque, on trouve d'autres socialistes qui sont des défenseurs forcenés de l'Algérie française, par exemple Robert Lacoste. La douche froide de 81. Un nouvel immense espoir naît en 81. Mitterrand réussit à faire oublier son passé réactionnaire et s'est fait élire président, à la tête d'une alliance de gauche. Dès cette année, c'est Mitterrand qui crée des centres de rétention administrative, gérés par la police, où sont enfermés des exilés, hommes, femmes, enfants, s'ils n'ont pas les bons papiers. C'est lui qui entérine la loi de pénalisation de l'immigration irrégulière. Donc voilà, joli héritage de Mitterrand, l'écrat. Quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué depuis le début. Sans surprise, le Parti socialiste abandonne rapidement ses promesses sociales avec le tournant de la rigueur dès 83. La France s'aligne sur la vague néolibérale qui emporte le monde. On n'a jamais autant privatisé et délocalisé d'entreprises que sous un gouvernement de gauche. Les années 80 sont celles des années fric, celles de Thatcher et Reagan, durant lesquelles triomphe l'imaginaire capitaliste. C'est l'émergence des grands escrocs médiatiques comme Bernard Tapie, qui sera même nommé ministre par le PS, alors qu'il a réalisé sa fortune en licenciant des centaines d'ouvriers. C'est dans ces années qu'on invente l'expression « gauche caviar ». La présidence de Mitterrand sonne la fin des espoirs du changement social qui était né dès 1968. La décennie 80 est une décennie nihiliste, consumériste, qui enfante la société sans horizon que nous connaissons. Mais c'est aussi le moment où un obscur parti fasciste prend son envol. Président François Mitterrand demande personnellement à la chaîne Antenne 2, aujourd'hui France 2, de donner la parole à Jean-Marie Le Pen, que personne ne connaît. Son objectif est de faire monter le FN afin de diviser la droite, espérant ainsi gagner les élections. En 1980, le Front National comptait moins de 300 adhérents. 300 adhérents. Et recueille 0,18% des suffrages. Juste le fait que ce parti puisse exister déjà devrait être illégal. D'où on laisse se créer un parti, pouvoir participer à des élections, un parti fasciste, néo-nazi. D'où c'est normal, en fait. Enfin, je sais pas, si t'es de gauche, normalement, c'est un truc, c'est interdit, en fait. Le nazisme, le fascisme, l'extrême droite, ça devrait être interdit. Ce n'est pas une opinion comme les autres. C'est une opinion mortifère. Stop, quoi. D'entrée de jeu, en fait, la question se posait même pas. Donc en 80, le Front National compte moins de 300 adhérents et recueille 0,18% des suffrages. En 88, Jean-Marie Le Pen fait 14,38% des voix. Le PS est doublement responsable de la montée du FN, en abandonnant les classes populaires et en générant une médiatisation artificielle du parti fasciste.
En 85, le gouvernement de gauche organise également l'attentat du Rainbow Warrior, le navire de Greenpeace, dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande, faisant un mort et plusieurs blessés. Cet acte de sabotage vise à empêcher Greenpeace de protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Mitterrand, en tant que président, a approuvé cette opération. Jadis antinucléaire et favorablement au désarmement, le PS a d'ailleurs renié toutes ses promesses dans le domaine, en prolongeant la durée de vie des centrales nucléaires et en lançant les nouveaux projets. Il manque un truc. Il manque un petit volet aussi important dans cette retranscription historique. Il manque c'était les années 90 ou les années 80, les accords de Nouvéa avec avec la Kanaki et la répression sanglante des Kanaks. Il manque ce petit passage là aussi. 90, merci Davy. Gauche plurielle. Après 10 années de pouvoir à droite, quand Lionel Jospin devient Premier ministre en 97, il privatise Air France, les autoroutes, France Télécom, le Crédit Lyonnais. C'est le gouvernement qui a le plus privatisé de l'histoire. Bientôt, pour avoir des actions de gauche, il va falloir voter à droite. Vous vous rendez compte ? Le ministre socialiste de l'Éducation, Claude Allègre, attaque les enseignantes et enseignants, démarre le processus de privatisation des universités et tente de créer un lien entre l'école et les entreprises, provoquant des grèves des enseignants et lycéens. Allègre finira proche de l'extrême droite et figure de la négation du réchauffement climatique. Sa mort récente, le 4 janvier dernier, n'aura suscité que du mépris. Jospin vote aussi des lois sécuritaires, en engageant la France dans la guerre impérialiste lancée par les USA en Afghanistan. Atlantiste et militariste, le PS aurait certainement suivi les USA dans la guerre en Irak s'il avait été au pouvoir en 2003. Et c'est vrai que la question se pose. Est-ce qu'on aurait eu un... Est-ce qu'on aurait eu un Villepin qui envoie bouler les États-Unis si ça avait été un gouvernement de gauche? La question se pose. La question se pose. Alors, je vais pas dire de gauche. Si on avait eu un gouvernement PS, pardon. Je vais pas faire l'amalgame. En 2002, sanctionné dans les urnes, Jospin est éliminé dès le premier tour des élections présidentielles. L'extrême gauche fait le plus haut score de son histoire. Hello et la LCR, deux partis anticapitalistes, cumulent près de 11% des voix. Ça fait rêver. Ce qui est totalement oublié à cause du passage de Le Pen au second tour qui inaugure la droitisation que nous connaissons. Jospin démissionne. Et c'est en ça, en fait, là, c'est quand même assez important ce qui s'est passé en 2002. C'est que le fait que Le Pen passe devant Jospin, du coup, les électeurs de gauche se sont dit, bah, en fait, on va arrêter de voter pour des gens pour qui on a le plus d'affinité, comme Hello, la LCR, anciennement et tout ça, quoi. Et donc, ça a été la fin aussi, en fait, de la fenêtre d'Overton à la gauche. Parce que le fait que ça monte comme ça, Hello et tout ça, qui fasse plus de 10%, ça poussait, en fait, les autres partis un peu plus centristes de gauche, ça les poussait un peu plus vers leur gauche. Et là, ce qui s'est passé, en fait, ça a été la fin. Boum. Donc, du coup, les gens se sont dit, bah non, en fait, on va faire un vote utile. Ce que j'ai fait aussi. En fait. Je me suis dit, bah non, Le Pen au deuxième tour, c'est pas possible, quoi. Donc, et c'est en ça que c'est doublement mortifère, en fait. Ça a été vraiment doublement mortifère pour la gauche, quoi. Le cauchemar du quinquennat Hollande. En 2012, on pense en avoir fini avec Nicolas Sarkozy et sa droite radicale. On n'attend pas grand-chose de Hollande, mais on respire enfin. On se dit que ça peut pas être pire. Le PS a les pleins pouvoirs. La présidence, l'Assemblée, le Sénat, les grandes villes, les régions. Il ne pourra pas cacher ses reniements derrière des prétendues concessions. Et pourtant, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Il a les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs dans toutes les strates de l'État
c'est le PS qui a le pouvoir. Ils auraient pu vraiment appliquer, instaurer, imposer le socialisme. Eh ben non. Bah non, puisqu'ils ne sont pas socialistes. Forcément. François Hollande va faire pire que Sarkozy dans tous les domaines. Il nomme immédiatement un exilé fiscal comme ministre du budget, Emmanuel Valls, qui représente une infime minorité de l'aide la plus droite du PS, un poste clé de ministère de l'Intérieur. Il votera les plus grands plans d'aide au patronat qu'on connaisse. Voilà. Le premier geste politique du mandat Hollande, attaqué en octobre 2012 le mouvement écologiste. Il envoie 1500 militaires sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour imposer un aéroport de la multinationale Vinci. Un projet inutile et pharaonique, un caprice de maire de Nantes devenu Premier ministre. Un socialiste, Jean-Marc Ayrault. Le plan de destruction échoue, mais au prix de certains blessés. Notre-Dame-des-Landes permet à la police de se militariser et de perfectionner ses méthodes de répression. 2 ans plus tard, c'est à nouveau le PS qui tue l'écologiste à Sévins, Rémi Fraisse, qui protestait contre un projet de barrage, reçoit une grenade explosive tirée par un gendarme au niveau de la nuque. Il est tué sur le coup. Les militaires récupèrent et dissimulent le corps. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur socialiste, ment pour protéger ses hommes, puis fait interdire et réprimer les manifestations rendant hommage aux défunts. Je rappelle une émission, Les Pieds sur Terre. Alors, je ne sais pas si elle est toujours accessible, qui raconte, c'est le témoignage de la maman de Rémi Fraisse, qui explique comment ça s'est passé au téléphone, les premiers coups de téléphone qu'elle a eu de la gendarmerie. C'est une saloperie. C'est une saloperie. C'est le même Bernard Cazeneuve qui fera voter en 2017 la loi sur la présomption de légitime défense demandée par l'extrême droite, qui permet aux policiers de tuer pour un refus d'obtempérer. Naël, tout ça, on voit ce que ça donne aujourd'hui. En 2015, ce sont toujours les socialistes qui décrètent l'état d'urgence après les attentats de novembre. Une mesure exceptionnellement grave, immédiatement utilisée pour réprimer et assigner à résidence des centaines de musulmans et écologistes. L'état d'urgence sera également employé pour interdire des manifestations au nom de l'antiterrorisme. Macron conservera les principales mesures dans le droit commun. Dans la foulée, le PS tente de faire passer une loi sur la déchéance de nationalité, doublant la droite sur son extrême droite. Durant ce quinquennat, autre mesure abjecte, la loi travail 2016 qui attaque les droits des salariés. Elle précarise encore davantage les travailleuses et travailleurs et réduit les droits syndicaux. De manifestations massives contre le projet ont lieu, avec des occupations de places, des affrontements, des blocages. Ce puissant mouvement social sera réprimé avec férocité. Plusieurs manifestantes et manifestants sont éborgnés, des milliers sont arrêtés et Hollande utilise le 49.3 pour faire passer cette loi en force. Là, on a toute la base de la politique macroniste. On a toute la base de la politique macroniste. Déjà, la loi, c'était déjà Macron qui était là. Et ensuite, c'est une des premières fois où il y a vraiment massivement l'utilisation des LBD, tout ça, pour réprimer des mouvements sociaux. Avant, c'était réservé au quartier. Et là, pour une fois, ça a été des petits blancs qui se sont fait éborgner. Olivier Faure, le rebranding. Olivier Faure, le nouveau héros du PS, est présenté comme un homme neuf, vierge de tout soupçon, qui n'aurait rien à voir avec les errements du passé. Pourtant, il était déjà conseiller spécial de Hollande puis de Jean-Marc Ayrault en 2012. Olivier Faure a toujours été au cœur du dispositif socialiste qui a lancé les offensives que nous avons décrites. En 2015, il estimait que les mesures antiterroristes liberticides de Manuel Valls étaient un choix d'efficacité. En 2016, il soutenait la loi travail. La même année, selon Le Figaro, il envisageait de se rallier à Emmanuel Macron dans la perspective des élections présidentielles de 2017. C'est un opposant, je vous rappelle. En 2018, il parle d'une colonisation à l'envers dans certains quartiers.
pour désigner l'immigration. Du Ruffin avant l'heure. Une autre manière d'insinuer l'idée raciste du grand remplacement. En avril 2018, le média Le Jour relève que 27,2% des votes d'Olivier Faure au Parlement sont en accord avec En Marche. Salut Damon. En mai 2021, Olivier Faure se rend à une manifestation d'extrême droite organisée par le syndicat Police Alliance. Il estime que la police doit avoir un droit de regard sur les décisions de justice. Ah, super, vas-y, donne encore plus des pouvoirs à des 7 sur 20, toi. T'es un génie. Autrement dit, il réclame l'instauration d'une dictature policière sans contre-pouvoir. Le Pen n'avait pas osé aller aussi loin. Depuis, il a radouci son discours pour plaire à ses alliés de circonstance. Et aujourd'hui, tirons la chasse. Ce qui reste du PS ne survit que par son existence parasitaire au sein de la gauche, et ce principalement à cause de la naïveté générale. En 2022, le PS avait quasiment disparu du paysage politique. Il était enfin temps d'acter la mort de ce parti qui a fait tant de mal. Mais désastre, le Parti socialiste a été sorti de son coma profond par la France insoumise, qui a eu la gentillesse de lui offrir des postes de député dans le cadre d'un accord électoral, la NUPES. La France insoumise pensait avoir besoin du PS car il tenait encore des grandes villes et certaines régions. En 2024, après la dissolution, c'est encore pire. Le PS se taille la part du lion et obtient plus de 60 députés grâce à un accord ultra avantageux. Cela lui assure un pouvoir de nuisance suffisant pour occuper le terrain médiatique, soutient Macron en sous-main, diffamer sans relâche la gauche et, surtout, jouer son rôle historique. Celui que le PS a rempli en 2017 comme en 2022, empêcher toute possibilité d'un candidat de gauche au second tour et éviter la victoire de l'extrême droite lors des prochaines présidentielles. Après le refus des essentialistes de censurer Bayrou, la question doit se poser. Les fabuleux stratèges qui croient encore à un électoralisme de gauche n'est plus de savoir comment sauver le PS, mais plutôt comment s'en débarrasser. L'histoire le démontre, c'est une condition minimale pour espérer avancer. Voilà. Ça, c'était pour la petite partie historique.